Et la spécificité des activités de service, c'est qu'elles se font en lien étroit avec les bénéficiaires des services. Les clients, les patients, les étudiants, les touristes, tout ce qu'on veut, mais les bénéficiaires des services. Et ici, la différence qui est posée par rapport au travail, c'est qu'ici, les bénéficiaires rentrent dans le processus de travail lui-même. Et ils contribuent par des formes de coopération que nous nommons transverses, ils contribuent à réaliser le service en apportant des informations, en se déplaçant, en prenant en charge une partie de l'activité, en alertant le salarié de difficultés, en soutenant le salarié, etc. Prend en charge une partie de l'activité. Et selon les conditions dans lesquelles cette coopération, cette relation de service s'établit, eh bien, la qualité du service n'est pas la même, la productivité n'est pas la même, les questions des effets externes ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, à la fois le travail change et les résultats du travail ne sont pas les mêmes. Et ceci est un point extrêmement important. Quelles règles établir? Que le salarié doit-il assurer par lui-même et renvoyer aux bénéficiaires? Où est mettre la limite entre la production par soi-même ou le report sur l'autre, ou la coopération? Où mettre la limite? Comment, à un moment donné, borner cette question-là? C'est extrêmement compliqué. Et l'histoire industrielle ne nous permet pas de stabiliser cette question. C'est un très grand trouble. Dès que vous rentrez comme enquête dans les situations de travail, vous voyez combien cette question trouble, perturbe les salariés. La deuxième grande question, c'est le fait que ce monde industriel était fondé, du point de vue économique et du point de vue de la gestion, sur des éléments mesurables. J'appelle ça, moi, l'économie matérielle. C'est-à-dire des éléments dénombrables qu'on veut mesurer à partir d'étalons de poids, de force, de rapidité, de temps, qui désignent, à travers des normes, des éléments de repère extrêmement précis pour le salarié dans son travail. Il faut respecter la norme à telle, un certain rythme, au moment où on travaille sur le site, etc. Or, ces 30 dernières années, ce qu'on a vu, c'est que les éléments matériels mesurables ont une place de moins en moins grande dans les systèmes productifs, et ceci quelles que soient les activités, de l'agriculture à l'industrie au service, par rapport à des ressources qui sont immatérielles, ou des dimensions de ce que l'on fait qui relèvent de dimensions immatérielles. L'esthétique d'une voiture, la confiance que vous avez dans le fait que la voiture va durer, le rapport social qui se constitue à travers les objets, les rapports sociaux qui se constituent à travers les objets, la façon de acheter une voiture pour vous représenter, vous présenter au monde, vous présenter aux autres. Toute une série de dimensions immatérielles, des ressources, comme des outputs, comme disent les économistes, qui deviennent stratégiques. Vous n'avez pas une voiture aujourd'hui parce qu'elle roule à 150 km/h ou 130. 150, vous pouvez rouler maintenant normalement qu'en Allemagne à 150 km/h, normalement. Mais c'est pas ça qui fait vendre une voiture. Vendre la voiture, c'est sa pertinence par rapport à l'usage que vous allez avoir, c'est la représentation que ça donne de vous-même, le rapport social qui s'introduit, toutes choses qui sont des choses non mesurables. Et vous voyez ici, les normes issues de l'industrie, les repères dont parlait François, dans le travail concret, qui passaient par des mesures, disparaissent, au profit de choses beaucoup plus difficiles à capter, beaucoup plus difficiles à identifier, et surtout de beaucoup plus difficile pour se mettre d'accord. D'accord entre salariés, d'accord entre les salariés en situation d'exécution et l'encadrement, d'accord entre les salariés et les bénéficiaires qu'il va y avoir des services, ou les consommateurs qu'il va y avoir de ces biens produits, voire de ces aliments produits. Et ici apparaît un deuxième trouble, c'est-à-dire que les dispositifs de normalisation passent à côté des enjeux réels du travail, passent à côté de cette dimension immatérielle des activités. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui monte de plus en plus, un peu partout, cette idée de l'évaluation, ce mot de l'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation, moi, quand j'ai commencé à faire de l'économie dans les années 70. On parlait de calcul économique, de calcul de rentabilité, il n'y a pas d'évaluation.
On savait ce qu'on faisait, on savait dénombrer la production, on savait faire des calculs d'amortissement, on savait que derrière tel investissement dans tel équipement, on allait produire tant de voitures, ou tant de chandails, ou tant de tables, on savait ce qu'on allait faire. Et on faisait des calculs, et certains parlaient même de calculs qui étaient capables d'être optimisateurs. Et on dit qu'on c'est formidable, on pouvait optimiser, être au maximum de la production. Tout ça est parti en quenouille. On n'est plus capable de mesurer, les calculs économiques c'est terminé, la capacité d'optimiser est terminée. Vous utilisez le mot optimiser, et dans le langage courant de faire mieux, mais bon voilà. Mais l'optimum mathématique, on a en tête ceux qui ont une formation mathématique, moi j'en ai une, c'est ce que c'est qu'un optimum, eh bien non, on n'a pas en économie. Vous voyez, toutes ces choses se contrôlent, donc ont disparu, et montrent l'exigence d'évaluation. Mais alors comment faire de l'évaluation? Comment évaluer ce qui est juste, pas juste, adapté, pas adapté, pertinent, pas pertinent, esthétique, pas esthétique, etc. Comment évaluer? À partir de quoi évaluer? Alors les gestionnaires essayent de faire revenir des éléments mesurables en faisant des notes. Voilà. On met des notes et on essaye de cadrer le truc en mettant des chiffres avec les chiffres, en refaire de la moulinette. Mais tout le monde se rend compte que ça ne marche pas, quoi. On passe à côté de la plaque. Alors, sinon, le poids des gestionnaires, le poids de la gestion en ce moment dans les services publics est énorme. L'université est en train de monter, avec beaucoup de déstabilisation. Alors on mesure le nombre d'articles, on mesure le nombre de machin. Et vous voyez bien que tout cela n'est absolument pas adéquat. C'est donc la question de savoir à partir de quoi on constitue des évaluations, à partir de quels référents. Comment ces référents sont-ils construits? Comment donnent-ils sens au travail, mais qui donnent aussi sens à la société? Eh bien tout cela invite à des nouveaux dispositifs institutionnels, de nouvelles conventions. La troisième chose, et je vais m'arrêter là pour pas être trop long, parce que voilà, je récupère raison. Bon, rapidement, mais quand même, les nouvelles technologies de l'information, à la fois sont extrêmement utiles, parce qu'elles nous donnent des capacités de traiter des complexités, de la rapidité dans l'échange, mais en même temps, elles sont extrêmement inutiles. Quel temps perdu d'informations non pertinentes? Quel temps perdu par la multiplication de ces mails et de cette circulation dont le contenu informationnel est nul par rapport à des communications interpersonnelles qui donnent immédiatement le sens du propos. Et donc, vous voyez bien que les nouvelles technologies ont ici un usage extrêmement paradoxal. On gagne du temps, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? Et les gens, comment on est épuisé par les problèmes de ces mails et de ces machins trucs nuls? Il n'y a pas que moi, avec vous tous. On n'en peut plus. Parce que tu ne sais pas t'en servir. Voilà, parce que je ne sais pas m'en servir. Mais il a raison, mon ami d'à côté. Parce que je ne sais pas m'en servir. Mais j'aimerais tellement qu'on me donne des règles pour savoir comment s'en servir. J'aimerais tellement qu'on me dise quelques repères. Alors comment tu te démerdes, toi, mon grand, pour arrêter? Et moi, j'en mets 30 à la poubelle par jour, sans les regarder. Mais vous voyez, quand même, vous voyez, c'est des soucis. Alors, vous voyez bien que tout cela fait que le rapport à l'information, et derrière le rapport au temps, etc., change, et qu'il y a ici des exigences de nouvelles conventions à faire émerger ensemble. Et ici, tant que ces règles n'arrivent pas à émerger, à s'institutionnaliser, eh bien, le travail actuel met les salariés dans une grande difficulté, mais de très grandes difficultés, dont les résultats en termes de santé ne sont qu'un épisode, on en parlera après, la violence de plus en plus importante, une autre conséquence, des enjeux d'immobilité particulièrement prenants, toute une série d'enjeux considérables. Alors, vous voyez, ce travail réel dont nous parlent les Hegeliens avec tellement de talent, et en même temps qui fonde la valeur économique, a tellement changé depuis 30 ans que constamment nous sommes obligés, et les salariés essaient d'inventer de nouvelles règles à partir de leur expérience, de construire des nouvelles conventions, de discuter ensemble, enfin, à partir du travail, de ce qui est juste de construire. C'est-à-dire que le travail est une expérience ici politique, au sens où il amène des pratiques de production de règles, ce qu'on appelle des activités déontiques, qui donnent un sens à la politique. Parce qu'il peut donner un sens, alors, à des dispositifs institutionnels qui, à la fois, organisent le travail, deviennent de véritables ressources dans le travail effectif, et en même temps, nous donnent un éclairage politique, c'est-à-dire sociétal. Voilà quelques éléments, si vous voulez, pour vous dire combien l'évolution actuelle du travail et l'expérience actuelle des salariés
est un levier considérable pour imaginer, inventer, faire émerger de nouveaux dispositifs institutionnels qui, quant au fond, que cela relève de l'évaluation, que cela relève de la professionnalisation, que cela relève de l'innovation, sont éminemment